Alors dans cette deuxième partie, on va s'intéresser plus particulièrement à un phénomène physique qui a de grandes implications, notamment en physique statistique, qui est le phénomène de changement de phase. Alors là, on va regarder d'un point de vue phénoménologique comment est-ce qu'on peut observer les changements de phase, qu'est-ce qu'on doit apporter pour pouvoir avoir un changement de phase, etc. Alors déjà, première question, c'est quoi une phase? Une phase, par définition, c'est une région de l'espace dans laquelle toutes les grandeurs intensives sont des fonctions continues des variables d'espace. Donc ces régions de l'espace où toutes les grandeurs intensives, intensives, donc celles qui dépendent du point où on se trouve, sont des fonctions continues. Elles ne sont pas forcément constantes, mais en tout cas elles doivent être continues, donc sont des fonctions continues des variables d'espace. Par exemple, si vous prenez la pression dans l'atmosphère isotherme, elle n'est pas constante dans toute l'atmosphère, mais on peut dire que l'atmosphère constitue une seule phase, parce que l'évolution de la pression avec Z est gentiment continue. En revanche, quand vous avez un système avec, vous avez mélangé de l'eau et de l'huile, vous avez deux zones d'espace, la partie basse avec l'eau, la partie haute avec l'huile, et vous avez qu'en bas, il y a la masse volumique de l'eau, qui est bien une variable intensive. Là, vous avez la masse volumique de l'huile, et les deux sont différentes. Et donc, vous avez une discontinuité à cet endroit-là. Vous passez violemment de la masse volumique de l'eau à la masse volumique de l'huile. Donc là, vous avez deux phases. Et si vous mélangez par contre de l'eau et de l'éthanol, les molécules d'eau vont se mettre entre les molécules d'éthanol et finalement vous n'arriverez pas à voir la différence entre la partie qui est du pur éthanol et de la partie qui est purement de l'eau. Au passage, fun fact, c'est si vous prenez 1 litre d'eau, que vous rajoutez ça à 1 litre d'éthanol, on va dire à de l'éthanol pur et de l'eau pure, ça ne vous fait pas 2 litres de mélange eau-éthanol. Ou 2 litres de vodka, du coup, puisque c'est de l'alcool à 50%. Pourquoi? Alors, c'est pas parce que l'expérimentateur s'est servi au passage, ça aurait pu être une réponse, mais non, en fait, parce que justement, les molécules d'eau sont plus petites que les molécules d'éthanol et peuvent se mettre entre elles, et il y a des interactions qui font que le volume global va être plus faible. C'est un exemple pour lequel vous n'avez pas conservation du volume, alors que dans la plupart des exercices qu'on va considérer, vous prenez un volume d'eau plus un deuxième volume d'eau, ça fait la somme des volumes d'eau, etc. Ce sera plus simple. Là, comme il y a de fortes interactions entre les deux types de molécules, ce n'est pas ce qu'on va observer. Bon, donc là, en revanche, vous avez une seule phase pour le mélange eau-éthanol. Alors, on va dire qu'une phase est homogène quand justement toutes les variables intensives valent la même chose partout dans la phase. Donc région de l'espace dans laquelle c'est région où les valeurs intensives, les grandeurs intensives sont pires que continues, elles sont constantes. Les grandeurs intensives ne dépendent pas du point considéré. Voilà. Donc ça, c'est quand vous avez une phase homogène. Alors, en règle générale, un corps pur peut exister sous 3 formes principales, qui sont la phase solide, la phase liquide, ce qu'on appelle les états de la matière, et la phase gaz.
Et donc, ces trois phases sont les trois les plus connues. Alors, il y en a deux de plus, hein, pour être totalement exact. Il y a la phase plasma. Ça, vous en entendrez parler peut-être dans la présentation d'un ancien élève concernant la fusion thermonucléaire. Donc le plasma, c'est une phase dans laquelle vous avez une température qui est tellement forte que les électrons sont arrachés des couches externes et puis vous avez un mélange d'électrons et d'ions qui se baladent. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle la phase de Bose-Einstein, quand vous avez les bosons qui se retrouvent tous dans le même état quantique, mais ça c'est un autre problème. Nous, on va considérer le solide, le liquide et le gaz. Et lorsqu'elles coexistent, ces différentes phases vont se distinguer par des masses volumiques qui sont différentes, et donc elles vont pouvoir être séparées par la pesanteur. Vous avez les plus lourds qui vont avoir tendance, les plus denses pardon, qui vont avoir tendance à être en dessous, les moins denses vont se retrouver au-dessus, et par des indices optiques qui vont être différents. C'est pour ça qu'on voit une interface entre un liquide et un gaz, c'est parce que il y a une discontinuité de l'indice optique, et donc vous voyez des rayons qui sont déviés, et vous avez un comportement qui n'est pas le comportement attendu quand vous êtes dans une phase qui va être gentiment homogène. Donc vous avez des discontinuités, donc le passage de l'une à l'autre est caractérisé par des discontinuités, notamment de la masse volumique et de l'indice optique. Alors là, vous voyez qu'il y a un N qui se balade, qui est ni une densité particulière, ni une quantité de matière, mais c'est l'indice qu'on a vu en optique. Voilà, là on a considéré différentes phases, deux phases liquides, mais pour deux systèmes différents. Là, c'est les phases d'un même corps pur, mais qui vont être différentes parce que l'organisation de la matière va être différente. Il y a rarement, enfin la plupart du temps, le solide va être plus dense que le liquide, mais dans de rares cas, et notamment c'est le cas pour l'eau, ça peut être le contraire. Et donc vous avez la glace d'eau qui flotte au-dessus du liquide et qui donne cette caractéristique tellement particulière à l'eau. Donc ça, c'est pour définir les phases, et ensuite on va définir la notion de changement d'état, qui va nous permettre de passer d'une phase à l'autre. Donc on parle de changement d'état ou de transition de phase. Donc, définition. Changement d'état ou transition de phase. Donc faire la transition entre une phase et une autre. Transition de phase, c'est une transformation ou toute ou partie du système ou toute ou partie, il n'a pas besoin d'être totale, cette transformation du système évolue d'une phase à l'autre. Évolue d'une phase à l'autre. Alors il y a différentes appellations, donc un petit peu de vocabulaire. Donc on va faire une sorte de triangle. Donc on peut passer du liquide au solide ou du solide au liquide, du liquide au gaz ou du gaz au liquide, du solide au gaz ou du gaz au solide. Alors je vous laisse 2 minutes pour essayer de réfléchir à quels sont les différents noms. Prenez un crayon de papier et marquez-vous-le. Et puis ensuite, je vous donne les différents vocabulaires. C'est bon pour vous? Allez. Alors du coup, premier passage, quand on passe du solide au liquide, on appelle ça la fusion. Donc on a une fusion du solide qui du coup devient liquide. Inversement, quand on passe du liquide au solide, il n'y a pas tellement de difficultés, on appelle ça une solidification. Passage à l'état solide. Bien.
Alors, quand on passe du liquide au gaz, on appelle ça une vaporisation. On fait passer en fait le liquide à l'état de vapeur. Le gaz correspondant est souvent nommé vapeur. Quand on passe du gaz au liquide, on appelle ça une liquéfaction. Passage à l'état liquide. Liquéfaction, parfois aussi appelée, notamment dans le langage courant, condensation. Quand on passe du gaz au solide, ça normalement c'est ce qu'on appelle la condensation. Mais du coup, comme dans le langage courant, la condensation, on dit qu'il y a de l'eau qui se condense sur les vitres, mais en fait ça passe de l'état de vapeur d'eau à l'état d'eau liquide. Du coup on précise souvent condensation solide. Et dernier cas, ce que je trouve assez joli comme terme de vocabulaire, quand on passe directement du solide au gaz, on dit qu'on sublime, donc on fait une sublimation du solide qui passe à l'état de gaz. Alors, une petite remarque encore sur le vocabulaire, le terme de vapeur. Le vapeur, c'est l'état de gaz pour un corps habituellement liquide ou solide à température ambiante. Donc on parle de vapeur d'eau parce que à température ambiante, l'eau normalement est sous forme liquide. On parle de vapeur de mercure parce que à température ambiante, le mercure est sous forme liquide aussi. On pourrait appeler vapeur de fer ou vapeur de choses qui habituellement sont solides, donc habituellement liquides ou solides à température ambiante. Par contre, quand vous avez un gaz qui est gaz à température ambiante, genre le dioxygène, on ne va pas parler de vapeur d'oxygène, on parle d'oxygène, de dioxygène, mais si on parle d'oxygène liquide, on précise, c'est l'oxygène liquide. Et donc le changement de vapeur, le passage gaz au liquide, en particulier pour ceux qui peuvent être liquides ou solides à température, liquides à température ambiante, c'est pour ça qu'on appelle ça la condensation, alors que quand on liquéfie de l'oxygène, on va plutôt parler de liquéfaction correspondante pour l'oxygène. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir des petites histoires de vocabulaire. Alors on va essayer d'étudier deux changements d'état et de décrire ce qui va se passer, ce qu'on peut mesurer et quelles sont les choses à retenir. Donc, étude descriptive de deux changements d'état. Alors. Un petit préambule. Bon, alors on prend une casserole dans laquelle on met de la glace. Donc on met une masse de 100 grammes de glace d'eau. Ah oui, quand on parle de glace, en règle générale, ça correspond à des glaçons d'eau, c'est de l'eau sous forme solide, à moins 10 degrés Celsius. Et puis, on met ça sur la gazinière, hop, et puis on met du feu sur la gazinière, on fait chauffer par induction, ce que vous voulez, en tout cas, vous faites chauffer votre système. Et vous voulez observer qu'est-ce qui va se passer au cours du temps. On met un petit thermomètre, hop, qui va mesurer la température de votre système au cours de cette évolution. Donc si je regarde la température T au cours du temps, alors on va la noter θ, cette température, parce qu'on va la mettre en degrés Celsius pour avoir le 0. On va partir de moins 10 ici, moins 10 degrés Celsius. Là, on a le 0 degrés Celsius, et puis là-haut, on va avoir du 100 degrés Celsius.
vous doutez que c'est les valeurs qui vont intervenir. Bon, alors qu'est-ce qui se passe au départ? Au départ, vous partez de moins 10 degrés Celsius, vous chauffez, la température augmente. Ça, c'est intuitivement ce qui arrive généralement dans votre système. Quand vous mettez un truc à chauffer, vous attendez que la température augmente. Méfiez-vous, hein, adiabatique ne veut pas dire isotherme, isotherme ne veut pas dire adiabatique, on y reviendra. Mais là, pour le moment, ça reste de l'intuition de bon sens. Quand vous faites la cuisine, que vous mettez un truc sur le feu, sa température augmente. Au bout d'un moment, on atteint le 0 degré Celsius. Quand on atteint le 0 degré Celsius, pour le système, alors en supposant que le chauffage se fait de sorte que le bloc de glace augmente de température le tout en une fois, ce qui n'est pas le cas en réalité, mais imaginons qu'on ait coupé la glace en tout petits bouts de sorte que tous les petits bouts de glace vont évoluer exactement de la même manière. Donc on attend le 0 et on va rester au 0. On va rester un certain temps. Et pendant ce certain temps, on a un mélange ici de glace et d'eau liquide. Donc tant qu'on a un mélange, tant qu'il reste un bout de glaçon dans le système, le reste de l'eau, à condition que ce soit bien suffisamment mélangé, homogène, qu'on attende gentiment, le reste de l'eau va rester sagement à 0 degré Celsius. En gros, tout le monde attend que tout ce qui était pris dans la glace soit tranquillement libéré et se mette sous forme d'eau liquide. À partir du moment où tout le monde a été libéré de la forme glace, que vous n'avez plus que de l'eau liquide, hop, ça reprend son ascension. Donc là, on a uniquement de l'eau liquide. Et puis là, on avait de la glace. Ça reprend l'ascension jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on atteigne les 100 degrés. Et quand on atteint les 100 degrés, on reste à 100 degrés. Et là, vous avez un mélange d'eau liquide plus de la vapeur. Alors normalement, il faudrait imaginer un système fermé, donc on prend une petite boîte, on la fait chauffer et puis il y a tout qui reste à l'intérieur là-dedans, et donc on pourrait observer que tant qu'on reste à 100 degrés Celsius, on a toujours un petit peu d'eau liquide. Il y a un moment où il y a toute cette eau liquide qui s'est évaporée, et puis là on a ce qu'on appelle de la vapeur sèche, donc uniquement de l'eau sous forme de vapeur. Et ça, au cours du temps, on voit qu'au fur et à mesure du temps, la température augmente, mais il y a de gros moments où le système reste à la même température, donc à une évolution ici qui est isotherme, alors même qu'elle n'est pas adiabatique. Vous êtes en train de fournir un transfert thermique à votre système. Ce n'est pas parce que cette zone-là, c'est souvent celle que vous observez et donc vous vous dites « Ah ben je chauffe, donc la température augmente », que ça va être le cas partout. Ici, vous êtes dans une zone pour laquelle la température reste constante alors même que vous êtes en train de chauffer. Pourtant, il se passe des choses. Vous avez votre eau liquide qui s'évapore et se transforme sous forme d'eau vapeur. Voilà, donc il faut prendre cet aspect-là en compte et voir que l'évolution va pas être va pas être aussi simple qu'on aurait pu y penser de prime abord dans le système. Et donc si vous y réfléchissez 2 secondes, en fait, vous vous rendez compte que c'est vrai. Et ça, c'est entièrement ce qui est utilisé par les marchands de pâtes. Parce que les marchands de pâtes, ils vous disent quoi? Ils vous disent, bon, pour que ça marche, les pâtes doivent cuire, je sais pas moi, 9 minutes à partir du moment où il y a ébullition. Donc quand l'eau bout, vous mettez les pâtes. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'eau qui bout, automatiquement, va être à 100 degrés Celsius. Donc autour de vos pâtes, vous avez de l'eau à 100 degrés Celsius. Et donc, vous avez un transfert thermique qui peut être calculé parce que ça va dépendre juste de la différence de température entre les pâtes et l'eau. Et donc, vous pouvez déterminer combien de temps il faut pour ce chauffage pour que ça fonctionne. Si vous mettez les pâtes directement là, ça va dépendre de la manière dont vous chauffez. Est-ce que vous chauffez vite? Est-ce que vous chauffez lentement? Donc, le temps va dépendre parce qu'au début, quand la température est basse, les pâtes ne cuisent pas beaucoup. À la fin, quand la température est élevée, ils vont cuire beaucoup plus. C'est le principe de la cocotte minute. Vous augmentez la pression, donc la température, pour justement le mélange au liquide. Mais là, on sait que lorsqu'il y a ébullition, on est à 100 degrés Celsius et on reste à 100 degrés Celsius tant qu'il y a de l'eau. Pas oublier de mettre de l'eau avec vos pâtes, bien sûr. Alors,
Deuxième petite expérience de pensée, la solidification de l'étain. L'étain, je suis sûr que vous en avez manipulé déjà, c'est ce qui est utilisé pour faire les soudures. Donc en techno, il est vraisemblable que vous ayez fait à un moment ou à un autre appris à faire une soudure. Et l'étain, c'est donc un métal qui est relativement facile à tordre et relativement malléable et surtout qui a une caractéristique que sa température de fusion est seulement de 232 degrés Celsius, c'est-à-dire pas tellement plus élevée que les 100 degrés Celsius de la température ici. Donc vous pouvez assez facilement obtenir de l'étain sous forme liquide. Bon, alors, le dispositif expérimental que vous allez prendre, c'est vous prenez une sorte de creuset, c'est-à-dire un petit bol. Prenez un petit bol, vous avez mis de l'étain pur de préférence pour avoir un corps pur. Donc là, c'est un bol en terre réfractaire. Bon, c'est un truc qui supporte assez bien d'être chauffé. Et vous mettez ça sur une grille et puis vous le chauffez au bec benzène, au bec Mecker, enfin un machin qui chauffe. Donc là, c'est bec Mecker. Bon, au bout d'un moment, votre étain, il se liquéfie entièrement. Une fois que c'est liquéfié, vous pouvez plonger un thermomètre. Parce qu'avant, c'est difficile quand même de creuser l'étain. Donc, une fois que c'est liquéfié, vous plongez votre thermomètre et on va commencer l'expérience avec de l'étain liquide, donc chaud. Et de nouveau, on va regarder l'évolution de la température en fonction du temps. On va démarrer ici aux alentours de 300 degrés Celsius. Il va se passer quelque chose à 232 degrés Celsius. Et puis après, on a ici la température du labo, donc 25 degrés Celsius à peu près. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous arrêtez, on arrête à ce moment-là le chauffage, à l'arrêt du bec Mecker. Si on arrête le bec Mecker, l'étain qui est chaud va échanger de l'énergie avec l'air qui est autour et donc va se refroidir. Il va se refroidir tranquillement en suivant, il aimerait bien atteindre la température du labo, il va suivre une exponentielle, pour montrer que l'équation différentielle va être une équation différentielle du premier ordre. Et il va arriver là. Quand il arrive là, normalement, alors on va déjà faire le cas normal, le cas attendu. Normalement, il arrive à sa température de fusion. Là, l'étain liquide se dit, tiens, j'ai pas le droit d'être en dessous de cette température-là, donc je vais me solidifier. Et puis, il va rester à cette température de fusion tant qu'on a un petit peu de liquide. Donc là, on a que du liquide. Là, on a du liquide plus du solide. Et une fois que on a entièrement solidifié notre liquide, la température se remet à décroître et va tendre vers la température du labo. Donc là, on a le solide. Donc, A, B, C. Donc, on va prendre les mêmes notations que dans le cours. Ils ont mis un D. Donc, de A à B, vous avez un refroidissement du liquide. Refroidissement du liquide par contact avec l'air. En B, apparition du premier gain de solide. De B à D, vous avez la solidification à la température qui correspond à la température de fusion. Donc les deux phases sont en présence et ce qui est important, c'est sous P égale à la pression atmosphérique, on reste à T fusion tant qu'il reste du liquide.
Voilà, et en D, vous avez que la dernière goutte de liquide disparaît. Et puis après, vous atteignez la température, gentiment la température du laboratoire. Alors, ça c'est le cas d'école. Qu'est-ce qui se passe en situation telle qu'on s'attendrait théoriquement à ce qui se passe? Alors, en vrai, qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. En vrai, donc vous partez toujours de votre point A. Là, vous avez toujours vos 232 degrés Celsius, qui est la température de fusion et donc la température de solidification normalement de l'étain. Et on regarde au cours du temps. Vous avez la température du labo, qui est celle qui est visée par l'étain, et donc vous avez la décroissance qui est une décroissance exponentielle, et normalement on devrait obtenir quelque chose comme ça. Bon, quand l'étain se refroidit, il se refroidit, et puis tout d'un coup il y en a un qui dit « Eh oh, ça va pas là, on est en dessous de la température de fusion, on devrait être solide ». Et donc là il y a tout le monde qui se dit « Oh là là, branle-bas de combat, hop, on se resolidifie ». Et boum, la température réaugmente jusqu'à obtenir la température de fusion, et tout le monde se solidifie. Et après seulement, on a une baisse. Donc là, on s'arrête quand même à la température de fusion. Là, vous avez ce qu'on appelle le phénomène de surfusion. Donc, phénomène de surfusion. En fait, l'état liquide peut être stable, on dit il est métastable, à une température qui est inférieure à sa température de fusion. Mais c'est un état métastable, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas qu'on lui fasse remarquer qu'il est à une température inférieure à sa température de fusion. Si on lui fait remarquer, avec un choc, ou avec une petite poussière qui se pose, et sur laquelle les particules d'étain liquide se disent « Ah tiens, si je m'arrêtais là, et puis si je construisais un lien avec l'atome d'à côté, je pourrais peut-être faire un réseau cristallin. » Donc tant que personne ne lui a fait remarquer que ils avaient baissé en dessous de cette température, vous pouvez avoir un liquide qui est comme ça, inférieur à la température de fusion. C'est un phénomène très intéressant, le phénomène de surfusion. Pour l'eau liquide, par exemple, on peut l'emmener jusqu'à moins 20 degrés Celsius alors qu'elle reste liquide. Alors attention à manipuler avec précaution, parce que dès que vous tapez dessus, vous avez formation du liquide, alors du solide, de la glace. Je vous laisse regarder sur YouTube, il y a des tas de petites vidéos où des gens s'amusent à mettre des bouteilles dans le congélateur et ensuite taper dessus. Et puis vous voyez la formation de la glace, vous voyez en fait à fur et à mesure que les molécules se mettent d'accord pour former de la glace, le front d'onde de solidification qui avance dans votre bouteille. C'est très intéressant, c'est une expérience qu'on peut faire aussi en cours. Donc en règle générale, l'étain il descend de 4-5 degrés en dessous de sa température de fusion. Ça dépend en fait de ce qui se passe et de la vitesse à laquelle il peut refroidir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le solide se forme, pouf, vous avez une remontée de la température pour atteindre la température d'équilibre, enfin la température de changement d'état entre le liquide et le solide. Donc ça, c'est une expérience assez intéressante à faire et à visualiser. Alors pour la petite histoire, alors âme sensible, abstenez-vous, regardez de nouveau dans 5 minutes à peu près pour ne pas écouter cette histoire. Pour la petite histoire, cette surfusion a eu des effets assez dévastateurs pendant les guerres napoléoniennes. Pendant les guerres napoléoniennes, vous savez que se sont passés notamment pendant des hivers qui étaient particulièrement rigoureux, et ils ont opposé les armées françaises de Napoléon avec les armées prussiennes, autrichiennes. Il y a eu une bataille que Napoléon avait gagné, était en train de gagner grâce à sa stratégie, et pour laquelle en fait vous aviez une partie de la cavalerie prussienne qui a essayé de battre en retraite.
Et pour battre en retraite, ils ont vu, ah bah tiens, là il y a une zone avec des petits marécages dans lesquels il n'y a pas de soldats français, parce que c'est pas facile de se balader dans les marécages. Donc on va foncer là-dedans, au galop, au triple galop, et puis on va réussir à s'échapper par là. Manque de bol, la température ambiante était de moins 10 degrés. Et les marécages, il y avait de l'eau en état de surfusion, c'est-à-dire à une température de moins 4, moins 5 degrés Celsius environ. Tant que personne, aucun animal ne s'amusait à mettre les pattes dessus, il n'y avait pas de souci, l'eau restait sous forme liquide. Mais à partir du moment où les chevaux ont commencé à galoper dans les 50 cm d'eau, ou un peu plus, qu'il y avait là, eh bien, les molécules d'eau se sont dit, mais zut, on est en dessous de 0 degrés Celsius, donc les crins des chevaux ont servi d'initiateur, de centre de nucléation pour former ces glaçons. Donc les chevaux se sont mis à avoir les pieds qui ont littéralement gelé sur place, donc avec des glaçons qui se sont formés partout au niveau de leurs pieds, et donc quand on a les pieds lourds, ça devient plus difficile de se déplacer, et en fait, ils ont été prisonniers par les glaces, et les chevaux et vraisemblablement les soldats, les cavaliers qui étaient dessus ont péri prisonniers par les glaces ou alors ont été fait capturer par les forces françaises qui avançaient, capturés ou exécutés d'ailleurs. À l'époque, ils ne faisaient pas forcément trop de quartiers. Donc, voilà un effet très réel de cette surfusion. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau, méfiez-vous de l'eau qui dort, comme on dit, parce que elle pourrait très bien être surfondue. Si vous mettez le doigt dedans, pouf, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec un glaçon qui s'est accroché à votre doigt. Bon alors, dernière petite expérience, ça va être l'expérience de la liquéfaction de SF6 avec ce qu'on appelle la machine de Kaité. Donc la liquéfaction de SF6, donc de l'hexafluorure de soufre. Alors, ça permet de parler de cette machine-là, donc dont on ne dispose pas au lycée, mais dont certains lycées disposent, et donc qui parfois peut apparaître dans des problèmes de concours. Donc la machine de Kaité, c'est quoi? C'est un système dans lequel vous avez un récipient qui contient du mercure. C'est pour ça qu'on n'en a pas. C'est légèrement dangereux d'avoir un réservoir de mercure. Et puis vous avez un piston qui vous permet d'appuyer plus ou moins sur la réserve de mercure. Et donc ça va plus ou moins monter dans le système qui est ici. Autour, vous avez une circulation d'eau. Donc circulation d'eau qui vous permet de thermostater votre système et donc d'imposer une certaine température. Si l'eau que vous mettez est à 36 degrés, vous avez votre reste du système qui va relativement rapidement gagner les 36 degrés. Si vous mettez à 20 degrés, vous faites une autre valeur. Les graphiques que je vous ai présentés dans la partie 1 ont été faits notamment avec cette machine de Kaité. Et là, vous avez dans le haut du tube en verre qui est ici et qui contient en partie du mercure, vous avez le fameux hexafluorure de soufre. Bon, l'idée est que quand vous tournez ici, ça monte ou ça descend le piston, donc ça va pousser au niveau du mercure qui va plus ou moins rentrer dans le tube en verre et donc plus ou moins comprimer le SF6. Et vous allez avoir là un manomètre qui vous permet de mesurer la pression. Et puis ici, il y a des petites indications, des petites graduations qui vous permettent de mesurer le volume. Donc, le principe, c'est une mesure du volume, donc mesurer V, à P imposé, et T constant. Et donc, on tourne le bouton, on regarde la pression, on mesure le volume et on continue. Et on va donc pouvoir représenter dans ce graphique-là la pression
en fonction du volume. C'est en fait un diagramme de Clapeyron. Alors, le diagramme de Clapeyron, je vous ai dit, c'est la pression en fonction du volume massique. Mais étant donné que là, la masse de SF6, elle est fixée, si vous divisez par la masse fixée qui est là, qui est la même pour toutes les expériences, vous obtenez bien un truc en fonction du volume massique. Donc, par extension, on appelle aussi diagramme de Clapeyron un diagramme qui représente la pression en fonction du volume. Donc si on regarde ce qui se passe, on part de là avec un volume, une pression relativement faible et un volume assez élevé. Et puis on comprime un petit peu, la pression augmente, le volume diminue, donc j'ai une évolution qui va faire des trucs comme ça. Et il y a un moment où, en comprimant un petit peu, on se rend compte que le volume diminue, mais la pression au manomètre n'a pas changé. C'est-à-dire que quand on mesure le volume, il y a de moins en moins de choses, mais la pression n'a pas changé. Pourquoi? Parce que quand on est ici, on va avoir un mélange liquide-vapeur, ou liquide-gaz, dans le SF6. Vous voyez que si je regarde mon tube qui est ici, je vais avoir le liquide de SF6 et puis le gaz au-dessus. Et puis un petit peu plus haut, je reprends le même tube, j'ai moins de place qui est allouée pour le SF6, puisque là j'ai le mercure. J'ai moins de place pour le SF6, mais le volume global de l'ensemble du liquide et de la vapeur a changé. Et il y a un moment où, tout d'un coup, votre pression va monter en flèche, alors que votre volume va quasiment plus varier. Ça, c'est le moment où vous êtes entièrement liquide, et comme le liquide, c'est une phase condensée qui est quasiment incompressible. En appuyant là-dessus, vous n'avez pas l'impression que le volume change. Par contre, la pression au manomètre grandit fortement. Donc là, on est dans l'aspect gaz, là on a le mélange liquide-vapeur, et puis là on passe dans la zone de liquide. Et ce diagramme-là, c'est ce qu'on appelle une isotherme d'Andrews. Donc ça c'est une isotherme d'Andrews. Qui va me donner, donc avec un beau W, isotherme d'Andrews qui nous donne l'évolution de la pression en fonction du volume à une température constante. Et on a une observation qui est que sur une isotherme, les deux phases, donc liquide et vapeur, coexistent tant que la pression reste constante. Plutôt sur une isotherme, tant que les deux phases liquide et vapeur coexistent, P reste constante. Donc on a un changement d'état qui se fait à pression et température constante. Si l'une est constante, l'autre est automatiquement constante aussi. Alors si on fait un diagramme avec une température plus faible, on va avoir des valeurs qui vont être comme ça. Hop. De nouveau un palier de pression où il y en a coexistence, et puis ça va remonter un petit peu plus tard. Si on prend une température plus élevée, on va pouvoir avoir un machin qui fait comme ça. Hop. De nouveau là, et hop, donc là c'est constant, et là je remonte. Et en reprenant ces différentes courbes, vous allez vous rendre compte qu'on pourrait dessiner une courbe qu'on appelle courbe de saturation, et qui passe par tous les endroits où il y a le point anguleux, les endroits où ça démarre à rester à pression constante. Donc ça, la courbe qui est là, on appelle ça courbe de saturation. C'est la courbe, quand on passe en dessous de cette courbe-là, on a un mélange de liquide et de vapeur. Quand on est à gauche de la courbe de saturation, on est entièrement sous forme de liquide. Quand on est à droite, on est entièrement sous forme de vapeur, vapeur sèche, ça soit un gaz. Et au milieu, vous avez le mélange liquide-vapeur. Alors,
il faut du coup que je refasse un petit dessin pour bien donner toutes les informations qu'on peut trouver par rapport à cette courbe-là. Donc vous avez la pression en fonction du volume. Vous avez du coup la courbe de saturation qui a une courbe de cloche comme ça et qui est légèrement voilà, qui n'est pas symétrique. Il y a un point particulier qu'on appelle le point C, c'est pour ça que jusqu'à présent on n'utilisait pas C dans les systèmes, qui est le point critique. Donc C, ça va être le point critique, qui a un rôle particulier. Vous avez la partie gauche de la courbe de saturation qu'on appelle la courbe d'ébullition. Pourquoi? Parce que quand on traverse cette courbe en passant de gauche, où on est dans la zone liquide, vers là, on a apparition des premières gouttes de vapeur, et donc l'ébullition, c'est justement le fait de bouillir, et donc des premières gouttes, les premières bulles de vapeur, et l'ébullition, c'est la formation de ces bulles. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la courbe d'ébullition. De l'autre côté, vous avez la partie droite de cette courbe de saturation, donc c'est la même, je ne la dessine juste pas dessus pour éviter que mes stylos deviennent tout noirs, qu'on appelle courbe de rosée. Pourquoi? Parce que justement la rosée le matin, c'est quoi? C'est un système pour lequel le volume, du fait de la baisse de température, le volume a tendance à diminuer, et puis on traverse ici et on a apparition de d'eau liquide dans votre système, et puis vous avez la courbe de saturation. Courbe de saturation, c'est la courbe d'ébullition dont vous faites l'union avec la courbe de rosée. Et en dessous de la courbe de saturation, vous avez un mélange de liquide plus vapeur. Là, vous avez la zone dite de vapeur sèche. La zone de vapeur humide, c'est la courbe de rosée, c'est-à-dire que c'est le moment où vous êtes encore sous forme de vapeur, mais il suffit d'une toute petite compression ou changement de volume pour que vous arriviez à l'apparition de liquide. Et ici, vous avez la zone où il y a du liquide, avec une partie, vous voyez, qui est très particulière, au niveau du point critique, une zone où à droite c'est la vapeur sèche, à gauche c'est le liquide, mais enfin quand on est là, il n'y a pas grand chose qui change. Donc en fait, on appelle ça le fluide supercritique. Vous avez certainement déjà entendu parler en chimie en début d'année, parce que c'est un truc qui est fait en début d'année. Et vous avez ce fluide supercritique, en règle générale, c'est tout ce qui est au-dessus de l'isotherme AT égale T critique, c'est-à-dire celle qui passe par le point critique pour laquelle il n'y a pas les paliers qu'on a vus dans les autres cas, donc dans les cas ici où vous aviez des paliers à pression constante qui correspondaient au changement de système. Alors pour SF6, justement, cette température critique, elle n'est pas trop élevée, elle est de 45,5 degrés Celsius, d'où son utilisation dans cette machine-là qui vous permet d'obtenir avec des températures atteignables en labo sans que ce soit dangereux pour les élèves, donc assez facilement. Par contre, la pression critique, elle est de 37,5 bars, donc ça, quand vous avez un système qui est à 40 bars, devant vous, il faut quand même éviter qu'il vous pète à la figure, il faut faire un petit peu attention quand on le manipule. Pour l'eau,
pour l'eau, votre température critique est bien plus élevée. Donc celle-là, il faut la retenir, ou du moins avoir une idée de sa valeur. Donc c'est 373,9, donc 370 ou 374 degrés Celsius. Donc elle est importante. Et la pression est donc beaucoup plus, du coup ça fait de l'ordre de 650 Kelvin. La pression critique, elle est aussi beaucoup plus importante, de l'ordre de 220 bars. Donc à retenir, c'est plutôt le 220 bars. Donc là, la pression critique est importante pour l'eau. Pour le dioxygène, donc pour O2, vous avez une température critique qui est basse, puisque le dioxygène est quand même sous forme de gaz à température ambiante habituelle, donc de moins 118 degrés Celsius. Ça fait 154 Kelvin à peu près, et une pression critique qui reste quand même importante, de l'ordre de 50 bars. C'est-à-dire que quand vous êtes au niveau du point critique, c'est quand même vachement plus condensé, avec une pression qui est 50 fois plus élevée au moins que, donc vous voyez ici et là, donc 50 fois plus élevée que la pression atmosphérique, et donc les comportements commencent à avoir des aspects qui sont plus très proches d'un gaz. Ça devient un peu visqueux, donc le fluide hypercritique, hyper ou supercritique, dépend de comment est-ce que vous voulez le dire, va avoir des caractéristiques qui se rapprochent plus de celui d'un liquide. En gros, c'est un liquide très dilué, ou alors c'est un gaz très condensé, donc les deux interprétations peuvent se tenir. Donc le point critique dont on vient de parler a de multiples utilisations, mais il y a un phénomène qu'il faut que vous connaissiez. Alors normalement on fait l'expérience en TP, et là comme c'est pas possible, je vais vous mettre un lien à cet endroit-là pour le voir. Il s'agit de l'expérience de l'opalescence critique. Alors, je vous explique, vous prenez un récipient dans lequel vous mettez un liquide, un mélange de liquide et de vapeur d'un corps pur, dont la température critique n'est pas trop élevée pour que l'expérience soit relativement facile à faire. On chauffe ce liquide avec en fait de la vapeur d'eau qui est emmenée par un système de petits tubes. Donc vous faites bouillir de l'eau à un endroit et puis vous l'amenez aux alentours du récipient dans lequel vous avez le liquide qui est prévu pour l'opalescence critique, et on se débrouille pour avoir un volume qui correspond juste au volume critique, de sorte que quand la température augmente, les différentes isothermes montent, enfin on change d'isotherme au fur et à mesure, donc on se déplace dans ce sens-là. Le volume étant fixe, on est obligé de se déplacer selon une des verticales, et on va passer pile par le point critique. Et quand on passe au point critique, vous avez ce phénomène d'opalescence critique où tout d'un coup il y a une sorte de rideau qui va se tirer. Alors dans le passage vers le haut, vous avez ébullition du liquide, condensation du liquide ensuite sur les parois et à l'intérieur du gaz, et puis l'interface entre les deux qui va bouger de plus en plus, jusqu'à avoir une divergence de ça, étant donné que le liquide et le gaz ont des volumes qui vont être des volumes qui seront ou des masses volumiques plutôt, qui vont être très voisines l'une de l'autre, et de ce fait vous allez avoir que les deux vont se mélanger de plus en plus. La gravité n'est plus capable de séparer les deux de manière claire, et au moment où vous passez le point critique, vous ne pouvez plus faire la différence entre quelle était la partie gaz et quelle était la partie liquide. Ce qui est intéressant, c'est la redescente. Une fois que vous êtes ici, quand vous êtes en train de redescendre vers le point critique, lorsque vous repassez par le point critique, vous avez dans la partie normalement dévolue au gaz, formation d'un tout un tas de petites gouttelettes de liquide, de zones un tout petit peu plus denses qui vont faire les précurseurs du liquide. Dans la partie dévolue au liquide, vous avez au contraire formation de tout un tas de petites bulles de gaz, des zones un peu moins denses qui justement vont
servir de précurseur. Et en fait, vous avez la nature qui tire le rideau, hein, c'est ça l'aspect opalescence critique. Tout d'un coup, ça devient gris parce que vous avez des tas de petites bulles ou de petites gouttes qui sont un petit peu partout dans votre système, qui diffusent la lumière qui vous sert à l'observer. Et une fois que ce rideau se retire, bah, vous observez qu'il y avait reformation de l'interface bien définie entre le liquide et la vapeur, c'est-à-dire que vous êtes dans la partie interne inférieure de cette cloche. Donc sur la vidéo dont je vous ai mis le lien tout à l'heure, vous pourrez voir en fait dans le diagramme pression-température comment est-ce qu'on se déplace, et ça va justement être l'objet de notre prochaine partie, de regarder comment est-ce qu'on le construit et comment est-ce qu'on peut interpréter ce diagramme pression-température. Alors on va en parler un tout petit peu là pour introduire 2-3 points de vocabulaire. Donc interprétation de ce point critique et de ce fait que vous ayez équilibre liquide-vapeur. Qu'est-ce qui va se passer quand on se place dans le diagramme pression-température, donc appelé diagramme PT. Donc, en premier lieu, on va voir qu'on a une certaine relation quand on est diphasé. On va définir ce que c'est que le terme diphasé. On a une relation entre la pression qui est une fonction de la température. Donc, en termes de vocabulaire, vous avez qu'un corps pur est dit monophasé. Corps pur est dit monophasé s'il comporte une seule phase. C'est assez clair. S'il comporte une seule phase, et il est dit diphasé s'il en comporte deux. Puis vous avez aussi le cas triphasé quand il y a 3 phases, mais ça c'est un tout petit peu plus rare en thermodynamique, c'est un point particulier, il faut avoir des conditions de température et de pression très particulières. Donc il est diphasé s'il en comporte 2. Et alors, vous avez une propriété particulière du corps pur diphasé. Propriété du corps pur diphasé. Donc, on l'a observé pour la fusion de l'étain. Je l'ai décrit pour la fusion de l'étain. Vous le connaissez pour l'eau. On l'a encore vu ici quand on a fait les isothermes. À partir du moment où vous avez un système, un corps pur qui est diphasé, quand on impose une pression constante, alors la température est constante, ou inversement, quand on impose une température constante, alors lors de cet équilibre, la pression reste constante. Donc on a le résultat suivant. Donc pour un corps pur en équilibre thermodynamique sous 2 phases, donc c'est la propriété du corps pur diphasé, la pression et la température sont liées par une relation caractéristique du corps pur. Et on va la noter en disant que la pression, c'est une certaine fonction de la température. Et donc on aura des courbes avec des morceaux des morceaux courbes sur lesquels justement on va pouvoir dire que notre corps est diphasé et donc la pression à une certaine température ça impose d'être à une certaine pression, ou inversement à une certaine pression ça impose d'être à une certaine température. Donc ça c'est un cas particulier. Alors attention, il faut que le corps soit pur et diphasé avec équilibre des 2 phases. Donc avec équilibre des 2 phases. Parce que bien sûr, on peut jeter un glaçon dans de l'eau, avec même de l'eau à 60 degrés, vous mettez un glaçon dedans, votre glaçon ne va pas être à la même température que l'eau, tout simplement parce qu'il n'y a pas équilibre entre les deux.
Par contre, il peut y avoir coexistence sur le long terme entre le glaçon et l'eau, à condition que la pression, enfin que la température corresponde à la pression qui est imposée sur le système. Donc avec équilibre des deux phases. Donc ça, c'est un point important à retenir. Et puis je vais introduire une dernière notion qui nous servira particulièrement pour la suite. C'est ce qu'on appelle le titre massique. Donc le titre massique, c'est la quantité, du moins c'est ce qui vous donne le pourcentage d'une phase par rapport à l'ensemble. Par exemple, si j'ai 40% de solide et du coup 60% de liquide, ou alors j'ai 70% de liquide et 30% de gaz. Donc le titre massique va correspondre en masse à savoir comment se répartit le système, parce que bien sûr, quand vous êtes à une pression, à la pression qui correspond à la température de changement d'état, tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'il y a équilibre entre les deux phases, mais vous ne pouvez pas dire s'il y a plus de liquide, plus de vapeur, ou plus de solide, plus de liquide, selon l'équilibre que vous êtes en train de considérer. Donc il vous faut une information supplémentaire, et cette information supplémentaire, c'est justement le titre massique. Donc la définition est relativement simple. Donc si on a MI, la masse correspondant à la phase I, alors vous allez avoir avec, du coup I peut valoir 1 ou 2, et si vous avez M1 plus M2 qui vaut la masse totale, qu'on va ici noter simplement M, la masse totale que vous avez mis dans votre système. Par exemple, vous prenez une boîte, vous mettez 100 g d'eau, puis vous laissez évoluer, c'est 100 g d'eau, il peut y avoir 30 g sous forme d'eau liquide et du coup 70 g sous forme de vapeur, et conservation de la masse, ça ne peut pas disparaître. Et on a toujours cette relation-là. Alors, on définit le titre massique XI de la phase I comme le rapport simplement de la masse qu'il y a dans la phase I comparée à la masse totale. C'est très naturel comme définition. S'il y a 100% de la phase I, la masse MI est égale à M, et donc le rapport vaut 1. S'il n'y a pas du tout de la phase I, la masse MI est égale à 0, le rapport vaut 0, et donc il y a 0% de cette phase dans votre système et 100% dans l'autre. Donc ça vous permet d'avoir ces informations de manière relativement simple. Alors, une petite remarque, en règle générale, en physique, plusieurs remarques plus exactement, XI, donc en physique, XI représente à la fois le titre massique et le titre molaire. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de transformation chimique, le nombre de moles est aussi quelque chose qui va rester caractéristique, et notamment la masse molaire de notre système reste la même, donc représente à la fois le titre massique et le titre molaire. Et comme tout le monde, comme vous avez un corps pur et que les deux phases du corps pur ont bien entendu la même masse molaire, parce qu'il suffit de compter c'est constitué des mêmes constituants fondamentaux. Donc XI, c'est à la fois le titre massique et le titre molaire. Donc si j'écris XI, je vous le démontre rapidement, c'est MI sur M. MI, c'est NI fois la masse molaire. M, c'est N total fois la masse molaire. Vous voyez que comme c'est la même masse molaire de chaque côté, ça se simplifie correctement, et vous avez que votre titre massique, c'est aussi le titre molaire qui est ici. Deuxième remarque, donc ça c'était la première remarque. Deuxième remarque, comme vous avez que la somme des masses est égale à la même masse totale, comme M1 plus M2 est égal à M, si je divise ça
par m, ça me dit que m1 sur m plus m2 sur m, c'est égal à 1. Or, par définition, m1 sur m, c'est x1, m2 sur m, c'est x2. Donc, je me retrouve avec le lien qui dit que le pourcentage du premier plus le pourcentage du deuxième, ça vous donne 100%, c'est-à-dire 1. Et donc, il suffit d'en connaître un seul. Si je sais qu'il y a 30% de liquide, et que c'est un mélange liquide-gaz, je sais que forcément, j'ai 70% de gaz. Ce n'est pas la peine de faire une équation supplémentaire pour le retrouver. Connaissance là, ça va nous permettre de retrouver l'un ou l'autre. Alors, pour le corps pur diphasé, on a une relation supplémentaire qui impose que si on a la température et que si on sait qu'il est diphasé, alors forcément on a la pression. Donc on ne peut plus varier indépendamment la pression et la température tout en restant diphasé. En revanche, il y a une variable supplémentaire qui s'est introduite, qui est x1 ou x2. On va quand même se le marquer. Oral. Le corps pur diphasé, ça impose une relation entre P et T. Ils ne sont plus libres. Donc connaître l'un revient à connaître l'autre. Mais ça rajoute une variable supplémentaire pour décrire votre système. Une variable supplémentaire pour décrire l'état du système. Donc une variable d'état pour décrire l'état du système. Qui est votre titre massique. Et vous avez le droit de choisir X1 ou X2 selon que vous préférez, comme vous avez le droit de choisir P ou T pour imposer l'état, enfin l'endroit sur lequel vous êtes, l'isotherme ou du coup l'isobar, lorsque vous avez votre changement d'état. Alors, conséquences. Donc, on va avoir une manière de faire qui va beaucoup nous servir parce que ça va être pour ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron de changement d'état. Donc, en fait, celui-ci, on va voir plus tard ce qu'on appelle le théorème des moments qui vous permettra de déterminer, sachant où vous êtes ici, savoir quel est le pourcentage de liquide et le pourcentage de vapeur. Je vous donne un petit spoiler, c'est que plus vous êtes proche de la partie qui correspond au liquide, plus le pourcentage de liquide est important, et inversement, plus vous êtes proche de gaz, plus le pourcentage de gaz est important. Donc ça, on pourra le mettre le calculer de manière exacte, et on va essayer d'introduire et de voir en quoi ça correspond. Alors, on va prendre H, une grandeur extensive qui décrit correctement le système, une variable ou une fonction thermodynamique. Alors je l'appelle H parce que j'ai une idée derrière la tête. Plus tard, on va introduire une fonction d'état qui s'appelle l'enthalpie, qu'on va noter H, et souvent c'est elle dont vous aurez besoin pour l'application de cette formule. Alors, plutôt que de prendre un X quelconque et puis vous voyez ça, au moins que vous ayez déjà la formule avec le H et que vous ayez du coup l'habitude de l'utiliser. Donc, soit H, une grandeur extensive, et du coup, elle est forcément proportionnelle à la quantité de matière du système ou à sa masse, parce que si on divise le système par 2, vous avez la masse qui divise par 2, et du coup H aussi, donc elle est proportionnelle forcément à la masse. Toutes les grandeurs extensives d'un système sont proportionnelles les unes aux autres pour ce système. On peut lui définir petit h, qui est grand H divisé par la masse du système, c'est la grandeur massique associée. C'est-à-dire pour 1 kg de système que vaut grand H, qui correspondrait pour 1 kg. Bon alors, prenons
un corps pur dont les variables d'état sont la pression, la température et le volume, c'est-à-dire le truc habituel en thermodynamique. Donc les variables d'état sont pression, et volume et température. En règle générale, quand vous avez un corps pur, il existe une fonction d'état, une équation d'état qui relie ces trois grandeurs. Équation d'état, les reliant, ça veut dire qu'il y a une fonction mathématique qu'on peut appeler G, qui dit que G de P, V et T, c'est égal à 0. Bon. Là, les maths nous aident parce que le théorème des fonctions implicites nous dit donc que l'une de ces trois grandeurs peut s'exprimer en fonction des deux autres. Il y a une équation là-dedans, donc on peut, a priori, il y a toujours des cas particuliers, mais en physique, ça marche, on peut a priori exprimer V en fonction de P et T. Donc on se retrouve avec deux variables qui déterminent vraiment l'état de votre système. Si j'impose la pression et la température, à ce moment-là, j'impose le volume, donc je connais ma grandeur H complètement, puisqu'elle doit dépendre en tant que grandeur, que fonction d'état, elle ne dépend que de l'état de votre système, et donc que des valeurs des variables d'état principales. Si on suppose qu'on a un corps pur diphasé, si on y suppose que le corps pur est diphasé, ça veut dire que vous avez que la pression s'écrit comme une certaine fonction de la température. Donc lors d'un changement d'état, lorsqu'il y a équilibre entre les deux phases, et c'est là où c'est important, alors, quel que soit le système que je considère, et quelle que soit la fonction thermodynamique que je considère, cette fonction thermodynamique peut être prise comme fonction uniquement de la température. Le volume est donné par l'équation d'état en fonction de la pression et la température. La pression est donnée par le lien qu'il y a du fait du changement d'état en fonction de la température. Et donc, ici, quand votre H, qui dépendait a priori de la pression, du volume et de la température, ça devient donc quelque chose qui ne dépend plus que de la température. Donc ça, c'est important. Et pour chaque phase, donc ça, c'est pour chaque phase I, vous avez que ça ne dépend que de la température. Et comme HI, c'est la masse MI fois le petit HI, donc la grandeur massique associée, ici, vous pouvez dire aussi que ça ne dépend que de la température, parce que bien sûr, la masse de liquide ou la masse de vapeur ne dépend pas de la température, puisque vous avez un changement du liquide à la vapeur, par exemple quand vous faites bouillir de l'eau, indépendant de la température. Il est toujours à 100 degrés Celsius et la température restera à 100 degrés Celsius tant qu'il va y avoir un mélange avec une partie d'eau ou une partie de vapeur. Bon, alors, je vais terminer ici, parce qu'on ne va pas utiliser une nouvelle feuille exprès pour ça. Donc, quand on est à cet endroit-là, on va se dire que votre grandeur, étant une grandeur extensive, si je veux calculer le H qui correspond à mon système en entier, par définition de l'extensivité, c'est le H qui correspond à ce qu'il y a dans mon sous-système 1 plus le H qui correspond à ce qu'il y a dans mon sous-système 2. On avait dit pour une grandeur extensive, c'est une grandeur additive. Quand vous avez deux systèmes qui sont disjoints, le liquide d'un côté, la vapeur de l'autre, alors la fonction qui correspond, enfin la grandeur qui correspond à l'ensemble du système, c'est la somme de cette même grandeur H pour les deux sous-systèmes. Donc on se retrouve avec ça. Et ces deux machins-là ne dépendent que de la température. Or, les deux sous-systèmes, par définition, sont à la même température. Donc, on se retrouve à dire que G à H1
pour cette température, j'ai un H petit h2 pour cette température, et ce petit h1 et ce petit h2 sont liés par cette équation-là. Et sachant que M2, bah, c'est la masse totale divisée par moins auquel je soustrais M1, je peux l'écrire ça sous la forme M1 H1 plus M-M1 H2 à chaque fois à cette même température. Bon, et si maintenant, donc ça c'est déjà une première manière de l'écrire qui est importante à retenir. Et si maintenant je divise par la masse totale de mon système, le H, si je divise par M, le H massique, c'est-à-dire grand H divisé par la masse totale, vous voyez que ça fait M1 sur M fois H1, c'est-à-dire X1 H1, plus M2 sur M fois H2, donc X2 H2, c'est-à-dire que vous pouvez écrire cela sous la forme, le pourcentage de la phase 1 fois la grandeur massique qui correspond à la phase 1, plus le pourcentage de la phase 2, 1 moins x1, fois la grandeur massique qui correspond à la phase 2, le tout à chaque fois à cette température-là. Et vous voyez que la grandeur massique de mélange va dépendre de ce que vous avez mélangé. Et ça marche quelle que soit la grandeur. Par exemple, pour la masse volumique, la masse volumique, c'est pas intensif, c'est extensif. Donc le volume, si j'appelle pour H le volume, vous voyez que la grandeur massique correspondante, le volume massique, c'est du coup l'inverse de la masse volumique. Eh bien, vous avez que l'inverse de la masse volumique de votre ensemble liquide plus vapeur, c'est le pourcentage de liquide fois le volume massique du liquide, plus le pourcentage de vapeur fois le volume massique de la vapeur. Donc cette écriture-là, je vous engage à regarder la petite vidéo, je vous mets un lien ici, sur l'interpolation linéaire et notamment la vision intuitive de l'interpolation linéaire. Là, ça ressemble exactement à ça. Quand vous voulez la valeur à un endroit là, il suffit de regarder le pourcentage si vous êtes proche du premier, le pourcentage qui vous dit que vous êtes proche du deuxième, et d'obtenir comme ça la somme pondérée des deux pour avoir la bonne solution. Et bien ici, ce type de petit raisonnement, on va le revoir, je vous laisse le consolider un petit peu dans votre tête, et quand on va le revoir, je vais faire le même raisonnement pour le volume, je vais faire le même raisonnement pour l'enthalpie, on va pouvoir faire le même raisonnement pour l'entropie, enfin bref, n'importe quel truc qui soit une grandeur thermodynamique extensive, quand on regarde la grandeur massique associée, il y a un lien simple avec les pourcentages de liquide et de vapeur, ou pourcentage de liquide et de solide, selon les équilibres que vous prenez, qui se trouvent dans votre système.